Happés par des vidéos TikTok et Instagram, les jeunes ont de plus en plus de mal à se concentrer, à écouter un cours, à lire même. Comment faire pour y remédier? On en parle avec nos invités. Déborah Medioni, vous êtes conseillère d'orientation. Bonjour. Bonjour. Maxime Dubosc, vous êtes auteur de Cher professeur, aidez-nous à réussir. Et vous êtes actuellement étudiant en classe préparatoire Bonjour. au lycée Condorcet, donc pas très loin du Figaro. C'est ça. Et Grégoire Borst, vous êtes chercheur, directeur du laboratoire de psychologie, du développement et de l'éducation de l'enfant au CNRS. Bonjour. Et Lara Gazal, journaliste au Figaro étudiant. Bonjour. Alors Lara, qu'est-ce qui explique la baisse d'attention chez les jeunes aujourd'hui? Alors la baisse d'attention et de concentration des jeunes, elle est surtout due à une surexposition aux écrans, puisqu'ils sont sans cesse exposés à des distractions visuelles et sonores, avec notamment bien sûr les réseaux sociaux. D'ailleurs, les jeunes passent 10 fois plus de temps sur les écrans plutôt qu'à lire des livres, selon une étude du Centre national du livre qui date de 2024. Et alors ça ne concerne pas seulement le temps libre à la maison, mais même selon l'étude Élèves et écrans, performance académique et bien-être de l'OCDE en 2024, qui a révélé, je cite, que 58% des élèves français ont déclaré avoir été distraits par l'utilisation d'appareils numériques pendant au moins quelques cours de mathématiques, donc ça concerne aussi l'école. D'ailleurs, la ministre de l'Éducation, Elisabeth Borne, elle a annoncé l'interdiction des téléphones dans toutes les écoles et les collèges dès la rentrée 2025, après une expérimentation dans quelques établissements. Alors pourquoi les écrans sont-ils si nocifs pour la concentration? Alors le problème, c'est surtout la nature des contenus qui sont visionnés par les jeunes. On peut prendre l'exemple de TikTok et ses vidéos très courtes et rapides. On peut rapidement passer de l'une à l'autre. Et c'est pas la même chose que regarder un film pendant 2 heures et se concentrer vraiment dessus. Ça a pour conséquence de réduire la capacité à se concentrer sur une tâche longue, comme la lecture bien sûr ou les révisions. Et il y a aussi le problème des notifications sur le téléphone portable qui nuisent à l'attention. Toujours selon le Centre national du livre, 69% des jeunes de 16-19 ans déclarent consulter leur téléphone alors même qu'ils sont en train de lire. Alors est-ce qu'on a des solutions? Alors, il y en a plusieurs qui peuvent être envisagées. D'abord, bien sûr, le fait de limiter le temps d'écran, en particulier pendant les moments de révision. On peut par exemple poser son téléphone dans une autre pièce, couper les notifications, activer le mode ne pas déranger. Et on peut aussi citer la règle des 4 pas. Alors, pas d'écran avant d'aller à l'école, pas d'écran dans la chambre à coucher, pas d'écran avant d'aller se coucher et pas d'écran pendant les repas. Donc elle a été imaginée par une psychologue, Sabine Duflo. Mais il faut aussi noter que la plupart des jeunes en ont conscience et que parmi les jeunes de 15 à 19 ans, 57% déclarent ressentir au moins un des effets néfastes des écrans selon une étude 2023 de l'INSEE. Alors Grégoire Borst, constatez-vous que les jeunes d'aujourd'hui, ils ont de plus en plus de mal à se concentrer ou pas? Il faut dissocier ce qui relève de leur capacité à se concentrer et le monde dans lequel ils vivent, dans lequel leurs capacités attentionnelles sont beaucoup plus sollicitées qu'avant. Et c'est deux choses différentes. C'est-à-dire que si vous testez avec des tests neuropsychologiques les jeunes d'aujourd'hui, si on appelle les jeunes les adolescents en tout cas, vous avez globalement des capacités attentionnelles qui sont les mêmes qu'il y a celles d'il y a 30 ans, 20, 50 ans, 100 ans en arrière, si on avait ce retour-là possible. Ceci étant dit, à capacité égale, on voit bien qu'on est dans un monde dans lequel le numérique est beaucoup plus présent, les notifications sont beaucoup plus présentes, on a des pratiques numériques qui font que notre capacité attentionnelle sont beaucoup plus sollicitées. Donc on voit bien qu'à capacité attentionnelle égale, effectivement, nos capacités de concentration sont beaucoup plus sollicitées, donc c'est beaucoup plus difficile de rester concentré sur des longues périodes de temps. Mais il faut bien comprendre la dissociation entre les deux. C'est-à-dire que ce qu'il ne faudrait pas laisser apparaître, c'est qu'il pourrait y avoir un lien de causalité entre les deux. Pour l'instant, il n'y a pas d'études qui le montrent. Donc il faut être très clair là-dessus. On peut supposer que ça pourrait avoir des effets négatifs. Pour l'instant, le lien de causalité n'est pas établi. Pour autant, à capacité attentionnelle égale, si votre attention est plus sollicitée, de fait, vous êtes moins concentré. Alors, Maxime Dubosc, vous avez écrit un livre assez, assez amusant. Pour une fois, c'est les jeunes qui donnent des conseils aux profs pour captiver sa classe. Donc, je trouve ça assez gonflé quand même, à votre âge, de donner conseils aux profs. Mais j'ai lu et je trouve d'abord c'est bien écrit. Merci. Donc, et en plus, c'est intéressant. J'ai reconnu des techniques utilisées par mes profs à moi.
notamment, alors vous expliquerez la technique du joueur de tennis, la technique de la pause café. Qu'est-ce qui vous a donné l'idée d'écrire un livre pour donner des conseils aux profs pour avoir une classe concentrée? Bah, écoutez, ça a commencé en 4e. J'ai fait face à un blocage en maths. La professeure, j'arrivais pas à suivre son cours, une pédagogie un peu trop stricte pour moi. Eh bien, un soir, je suis rentré chez mes parents et un peu désespéré parce que j'avais eu une mauvaise note. Et en plus de la mauvaise note, j'avais eu une retenue. Donc un peu désespéré. Mes parents ont vu à ce moment-là un risque de décrochage scolaire. Voyez, et alors ils m'ont dit, bah, Maxime, va en parler à la professeure, va lui dire quels sont les problèmes, quels sont les plus, les moins, voilà, et ensemble essayons de progresser. Et bon, moi j'étais beaucoup trop timide à l'époque, j'étais un peu renvoyé balader en disant non mais vous rêvez, jamais. Et à ce moment-là, mes parents m'ont dit bah écris, si tu veux pas leur en parler, écris. Et à ce moment-là, j'ai pris conscience que au lieu de me plaindre, je ferais peut-être mieux de consigner dans un petit carnet que mon père m'a offert toutes les remarques que je voyais dans la classe. Et à partir de ce moment-là, à partir de la 4e, donc entre 4e et terminale, j'arrivais chaque matin avec mon petit carnet bleu au fond de mon cartable et je prenais en note les différents, vous voyez, depuis le coup d'humour réussi du prof jusqu'à l'échec d'un cours chahuté. Bah, tout ça, c'était consigné dans un petit carnet qui, au final, est devenu un livre. Et quelle est votre méthode préférée pour justement aider les jeunes à rester concentrés pendant un cours? Ah, c'est très compliqué, j'en ai cité 10, mais il y en a beaucoup plus. La technique du joueur de tennis, par exemple. Par exemple. Moi, c'est ma préférée, personnellement. Ça m'a rappelé un cours d'histoire. Et vraiment, Madame Oreste, si elle est toujours là, qu'elle m'écoute, j'adorais son cours parce que justement, c'était très vivant. Oui. Et moi-même, j'avais un peu de mal à me concentrer. Et je restais très concentrée. C'est-à-dire, à chaque fois, elle disait la fin de la guerre, c'était en... Alors on disait 8 mai 45, etc. Tout était comme ça et il y avait un petit côté challenging. C'est le principe du match de tennis, c'est-à-dire c'est une métaphore pour désigner un stratagème du professeur qui consiste à engager avec la classe un rapport haletant, des échanges haletants entre la classe et les profs pour réussir à engager toute la classe, que ce soit les meneurs, ce que j'appelle meneurs et suiveurs, ce que j'appelle les élèves qui prennent l'initiative habituellement pour se distraire. Pour le chahut. Voilà, pour le chahut exactement. Et les autres qui sont plus timides, plus réservés, qui prennent moins l'initiative, et ben ces deux catégories-là ont réussi à les emballer dans un jeu, c'est un peu une dimension ludique, dans un jeu très, très haletant, très rapide, qui ne laisse pas de répit. Vous voyez, et à ce moment-là, la distraction, c'est le cours. C'est-à-dire que les élèves n'ont plus le temps, n'ont plus l'envie même de... peut-être sortir le téléphone, peut-être parler avec leurs voisins. Alors on a vu avec Clara que c'était interdit, le téléphone en classe. Ah, ça c'est interdit. Mais est-ce vraiment respecté? Je ne sais pas. Ça reste à voir. Ça reste à... Déborah Mediodi, vous êtes conseillère d'orientation. Quel est votre ressenti sur les jeunes qui viennent vous solliciter? Est-ce que vous voyez cette baisse de l'attention, de la concentration? Oui, concrètement, oui. C'est-à-dire que moi, quand on a des rendez-vous, je demande toujours combien de temps ils travaillent, comment ils travaillent, est-ce qu'ils ont des méthodes de travail. Bon, alors certains avouent que ils ne travaillent pas beaucoup parce que justement, ils ont beaucoup des problèmes de concentration. De plus en plus, c'est quand même le mot qui revient. Les parents sont d'accord, en fait, ils abondent dans ce sens. Ah oui, mais il a un problème de concentration, etc. On a l'impression que les TDA fleurissent de tous les côtés. Et bon, alors, de toute évidence, moi je détecte... Les TDA, ce sont les troubles de l'attention. Voilà. C'est un trouble dont souffrent apparemment de plus en plus de jeunes élèves aujourd'hui de ce pays. Voilà. Mais pour on en parlera avec le spécialiste. Je vois bien qu'il y a je vois bien que le téléphone, je suis aussi maman, je suis moi-même utilisatrice, on voit bien que c'est très addictif. Ouais. Et qu'évidemment, notre temps libre n'est plus... Nous n'avons plus de temps libre, en fait, dans notre tête. Et si même devant la télé, on a tendance à ouvrir le téléphone. Et du coup, on fait 2-3 tâches en même temps. Et comme vous disiez, en fait, alors est-ce que réellement les jeunes, en fait, ils choisissent ce qu'ils ont envie de faire, concrètement. Et évidemment, c'est bien plus ludique de scroller sur TikTok. Les vidéos, elles font 1 minute exprès. Le temps, c'est le temps, on a l'impression, d'attention
maximum, ça devient 1 minute. Moi, je vois bien, par exemple, une phrase, parfois une consigne ou un exercice à faire qui a 3-4 lignes, ils ne peuvent plus le lire jusqu'au bout, ils disent « Oh, ben, j'ai rien compris ». Non, mais est-ce que tu as pris le temps de lire? Et quand ils prennent ce temps, ils comprennent. Il y a vraiment on ne fait pas l'effort d'essayer de comprendre et donc de se mettre dans une situation où on va bloquer sur quelque chose et essayer de comprendre longtemps. Moi, je pense que c'est vraiment le longtemps qui fait une grosse différence. C'est-à-dire que plus personne ne lit. Moi, je pense que vraiment lire devient essentiel. Alors c'est vrai qu'on les fait passer de livres un peu très enfantins à tout d'un coup lire, je sais pas, le Père Goriot. C'est ça le problème, je pense. Souvent, c'est des versions quand même très abrégées. Oui, ça va dépendre en fait des professeurs, etc. Mais on se retrouve en première à avoir énormément de choses à lire alors qu'on n'a pas eu l'apprentissage. Mais évidemment, moi je donne pas mal, voilà, quand on me demande, je donne des petites méthodes. Évidemment, mettre le téléphone à côté et y aller progressivement, en fait. Ne pas se dire tout d'un coup, je vais rester 2 heures à ma table alors que je suis jamais restée 5 minutes. Il faut se donner des petits challenges. Des challenges, une demi-heure au début, un quart d'heure, et après on pose le téléphone ailleurs. Et ça permet Lara, vous allez nous montrer que le numérique peut aussi être un allié. Ça peut sembler un peu paradoxal, mais de nombreuses applications aident à se déconnecter. Oui, alors c'est un peu surprenant, effectivement. Mais donc ces applications, elles permettent de mieux gérer son temps. Certaines d'entre elles, comme Forest, transforment cette gestion du temps en jeu. Alors le principe, il est très simple. Quand on veut se concentrer, on plante un arbre virtuel et on est obligé de rester sur l'application. Alors ça permet de ne pas ouvrir les réseaux sociaux, les notifications. Et donc si on quitte l'application avant d'avoir terminé, l'arbre meurt. Et plus on choisit de longues périodes, plus on gagne des arbres et même de l'argent virtuel. La version payante, elle propose de transformer cet argent virtuel en dons pour utiliser pour planter de vrais arbres. Est-ce qu'il y a d'autres concepts ? Oui, alors par exemple l'application OneSec qui a une approche différente. Donc avant d'ouvrir une application addictive comme par exemple Instagram, les réseaux sociaux, cette application elle demande de prendre une profonde inspiration. Puis elle demande à l'utilisateur s'il a vraiment envie d'ouvrir le réseau social ou bien s'il a changé d'avis. Il signale aussi de quand date la dernière utilisation du réseau, combien de fois on a voulu s'y rendre. Alors ce moment de pause, il encourage une utilisation plus consciente, moins compulsive et de façon plus radicale. Il y a aussi l'application Flipped qui permet de définir le temps maximum qu'on veut passer sur une application. Et si la limite est dépassée, le téléphone se bloque et on ne peut que passer des appels et envoyer des SMS. Ouais, je crois qu'en Chine, même, TikTok, c'est limité à 40 minutes. On va peut-être venir nous aussi. Ces applications semblent donc être une solution pour s'auto-limiter. Oui, exactement. En fait, certaines applications comme Cape App, elles s'offrent même un contrôle personnalisé. Alors en fait, ça permet de bloquer automatiquement certaines applications en fonction de l'heure et du lieu où l'on se trouve. Donc on peut par exemple désactiver les réseaux sociaux pendant les heures de révision ou même quand on est en cours. Donc ça permet de bien structurer ses journées sans pour autant bannir complètement les réseaux sociaux de sa vie. Grégoire Borche, je me demande pourquoi, même dans une même famille, certains jeunes parviennent très facilement à se concentrer plusieurs heures, et puis alors d'autres, une mouche vole et c'est terminé. Il y a des capacités innées qui sont très différentes selon les enfants. Alors il y a toujours, dans tout type de comportement et dans tout type de compétences, il y a une part d'inné et il y a une part d'acquis. C'est-à-dire qu'il y a de la variabilité génétique qui explique des prédispositions à être plus ou moins concentré. Et puis il y a ce qui relève de l'apprentissage. Et les apprentissages peuvent être différenciés même au sein d'une même famille. C'est-à-dire que l'apprentissage de la concentration, c'est quelque chose qui se travaille y compris à travers des pratiques parentales. C'est-à-dire que le fait de favoriser certains types de jeux qui vont nécessiter pour l'enfant de rester concentré sur des longues périodes de temps va lui apprendre d'une certaine manière à être concentré, ce qui va pouvoir ensuite mobiliser dans le cadre de ses apprentissages scolaires. Donc il faut bien voir que les pratiques parentales, elles sont extrêmement importantes de ce point de vue-là. C'est ce qu'on appelle tout ce qui relève de l'autorégulation de nos comportements. Et l'autorégulation de nos comportements, quand vous la mesurez entre 3 et 11 ans, c'est ce qui est quasiment le plus prédictif de votre réussite éducative, c'est-à-dire votre capacité dans la vie à bien réussir professionnellement, mais aussi bien réussir d'un point de vue familial et de ressentir du bien-être et d'être en bonne santé physique et mentale. Pourquoi ? Parce qu'en fait, tous nos comportements orientés vers des buts, notamment à long terme, ils demandent d'autoréguler nos comportements. Ils demandent par exemple de différer le fait d'aller sur un réseau social maintenant parce que je suis en train de réviser mon cours ou typiquement de ne pas faire l'activité plaisante que j'étais en train de faire parce que je dois engager un peu plus d'efforts dans un cadre comme ça. Donc ça, c'est quelque chose qui s'apprend.
Et indépendamment de là d'où on part, il y a un principe d'éducabilité, c'est-à-dire qu'on peut toujours progresser. Et donc c'est ça qu'il faut qu'on essaye de mettre en place. Alors que ce soit dans le cadre d'une séquence pédagogique, on sait qu'effectivement ce que vous appelez le tennis ou le ping-pong, en fait c'est le questionnement. Et on sait que le questionnement, ça marche très bien pour diminuer le fait que quand on est dans une salle de classe, quand vous écoutez un prof, au bout d'un moment vous pensez à autre chose. C'est tout à fait normal. Par contre, si le prof vous pose des questions à intervalles réguliers, il y a des données scientifiques qui montrent que c'est la meilleure manière de maintenir les élèves concentrés sur le long terme. C'était mon prof préféré. Mais c'est tout à fait normal. Mais parce que ça implique de l'engagement, ça sollicite de l'interaction et ça crée de la motivation chez les élèves. Parce que c'est ce que vous disiez très bien, en fait. Pourquoi ils vont voir leur téléphone portable plutôt que de travailler à leur cours? Mais c'est parce qu'ils ne sont pas motivés. Donc le véritable enjeu de l'enseignant, c'est effectivement de motiver ses élèves. Et ce que vous faites, que je trouve extrêmement intéressant, c'est de montrer aux profs qu'il faut qu'ils s'intéressent à la façon dont les élèves réceptionnent leurs cours. Ils sont pleins de bonne volonté, les profs. Ouais. Il y a une chose qu'ils ne font pas encore suffisamment, c'est de se mettre dans la tête de leurs élèves, de se dire, mais pourquoi celui-là, il n'y arrive pas? Au lieu de dire, bon, de toute façon, lui, il est foutu, il ne comprend rien. C'est de se dire, mais qu'est-ce qui fait que ma séquence-là, elle ne marche pas? Et c'est hyper intéressant que vous ayez fait ça. C'est-à-dire que, en fait, ce qu'on peut, les enseignants, c'est de parler à la fin d'un cours en disant aux élèves, bon alors, qu'est-ce que vous avez aimé dans le cours? Qu'est-ce que vous avez retenu? Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui a moins marché? En fait, c'est hyper formateur pour un prof, mais pour un prof et pour un parent. Il faut qu'on questionne nos enfants en leur disant, mais là, qu'est-ce qui a bien marché dans ce qu'on a fait ensemble? Qu'est-ce qui n'a pas bien marché? Il faut qu'on se confronte finalement aussi aux propres limites, d'une certaine manière, de ce qu'on essaie de mettre en place. Et puis, j'ai trouvé que c'était intéressant, Maxime, de se dire, ça va au-delà du charisme. Parce qu'on dit souvent, oui, mais il a beaucoup de charisme. Moi, j'ai trouvé que justement, ça m'a rappelé vraiment beaucoup de souvenirs d'école, votre livre. C'est de se dire, en fait, non, elle n'avait pas spécialement du charisme, cette prof. Elle avait juste une technique qui était super bonne. Et donc, c'est rassurant de se dire, en fait, même si le prof n'a pas forcément besoin d'un charisme de fou, mais s'il utilise des techniques intelligentes, ça peut marcher. Des stratagèmes, au final. Moi, j'appelle ça des stratagèmes. J'aime bien le titre, 10 stratagèmes. Donc, ça montre que... Non, mais ce sont des ruses, au final. En fait, on ruse l'ennemi pour, prendre l'élève où il est, avec ses passions, avec... sa psychologie adolescente, j'essaie vraiment de partir de ça, cette psychologie adolescente avec cette distinction entre meneurs, suiveurs, entre les populaires, vous savez, tout en haut de la classe sociale, il y a les populaires, en bas il y a les bolos, ce qu'on appelle, vulgairement, mais c'est la réalité, et entre deux, il y a une masse indéterminée. Et bien, essayer pour le professeur de prendre ces éléments-là et de faire diversion, au final. Vous voyez? Et peu importe le professeur, avec lui aussi, c'est un homme ou une femme, mais c'est un homme avec ses passions, avec sa situation familiale, avec tous ces éléments personnels, et bien avec quelques stratagèmes bien mesurés, bien pesés, dans une situation bien mesurée, et bien je pense que c'est extrêmement efficace. Est-ce que vous avez des retours d'écoles d'enseignants Ah oui, j'en ai eu beaucoup. J'ai eu des lettres, j'ai eu des cadeaux même, si vous voulez. C'est vrai? Oui, vraiment. Alors, si vous voulez, la démarche a d'abord surpris. Un élève qui parle à ses profs... Que ce soit un élève, quand même, c'est quand même sidérant, quoi. Certains même ont été un peu choqués. Se dire, c'est quoi ce blanc-bec qui vient parler aux profs comme ça, leur faire des leçons de morale. Mais par contre, je n'ai reçu aucune critique négative une fois que le livre a été lu. Oui, parce que c'est ce qui m'a, moi, évidemment, je me passionne pour l'éducation, et j'ai trouvé que c'était d'abord bien écrit, c'était amusant à lire, ça parle à tout le monde, quel que soit l'âge. Moi, ça m'a parlé, donc voilà, on n'a pas le même âge, mais on a tous des profs comme ça en tête qui étaient passionnants, et on se dit, ah mais oui, mais en fait, il utilisait ces techniques, c'est ça qui est amusant, en fait. Vous avez quel âge aujourd'hui? J'ai 19 ans aujourd'hui, et j'ai écrit ce livre entre 14 ans et 17 ans. Donc à peu près 3-4 ans, où j'ai vraiment essayé de prendre toutes ces remarques, anecdotes. Et vous aussi, vous avez pas de problème de concentration? Moi, je l'ai aussi complètement. Comme tout le monde. Je suis le premier à être déconcentré dès qu'il y a un téléphone ou dès qu'il y a une série à regarder à la maison. Et maintenant, moi, le défi que j'ai essayé de montrer dans ce livre, c'est le fait qu'un professeur, un peu dans ce huis clos qu'est la classe, essayait de capturer ces instants d'attention. Vous voyez, c'est impossible pour un professeur d'avoir une classe qui est attentive durant 1 heure, 2 heures. Impossible. Par contre, ce qu'il peut faire, c'est capturer, vous voyez, 5, 10, 15, 20 minutes avec une ruse, comme j'essaie de le montrer, vous voyez, où les élèves vivent une expérience forte de la matière. Et c'est là où les élèves aiment la matière. Et voilà, moi, c'est un peu ma thèse de mon ouvrage, c'est il faut que les élèves aiment la matière pour s'y investir, que ce soit à la maison ou à l'école.
Ouais, et là, l'IA ne pourra pas remplacer tout ça. Ah bah écoutez, rapport entre c'est une magie toute humaine. Oui. Déborah Medioni, quel conseil peut-on donner aux parents, aux grands-parents ou aux oncles, aux tantes qui nous écoutent, peu importe. On a tous un enfant dont on se sent un peu, même si c'est le fils du voisin. Qu'est-ce qu'on peut demander comme conseil pour améliorer la concentration de ces jeunes à l'école? Je ne vais pas leur dire ce qu'ils doivent faire, mais moi ce que parfois, c'est des choses toutes simples, on n'y pense pas forcément. Je pense, alors, tout dépend. Moi, je pense que ce que vous avez dit, il y a avant 11 ans, en fait, quelque part, tout est un peu fait. Je pense que ce qui est hyper important pour les jeunes, c'est de continuer à faire des jeux de société, à prendre du temps, justement, hors écran. Parce que, en fait, je remarque que les jeunes, enfin, c'est pas les jeunes, c'est les enfants, c'est les petits, ils sont devant des écrans de plus en plus jeunes. Et si vous voulez, vous dites pour le moment, il n'y a pas ce problème de décalage d'attention entre avant le numérique et maintenant, mais je pense que tu es encore une génération où en fait, tu n'as pas grandi avec... à 4-5 ans, tu n'avais pas de téléphone. Non, pas encore. Voilà. Et aujourd'hui, les jeunes à 4-5 ans, ils ont déjà des téléphones et ils sont toute la journée en train de regarder des trucs. Je ne sais pas qu'est-ce que ça va donner, en fait. Donc moi, on le voit dans le train, on le voit au parc, au square. On voit des bébés de 18 mois avec des téléphones. Oui, et je pense qu'il faut que les parents prennent du temps. Comme vous disiez, le rôle des parents est essentiel, prennent du temps pour leur lire des histoires encore avec un papier. Moi, je suis un petit peu à l'ancienne, le vrai livre. Je pense que ça, c'est des choses qu'on garde et qu'on gardera. Donc, c'est vraiment... et les parents eux-mêmes sont toute la journée comme ça, si vous voulez. Donc, en fait... Oui, les parents donnent le mauvais exemple. Surtout. Voilà, donc après... et c'est surtout prendre ce temps avec ses enfants... Voilà, déjà petits, et puis conserver, faire des jeux de société, avoir des moments où on est ensemble et où on arrive à déconnecter et donner peut-être un téléphone portable le plus tard possible aussi. Alors, il y avait une tendance de donner le portable, d'attendre 15 ans avant de donner un portable. Oui. Ça peut être aussi une solution. Ça, on ne peut pas obliger, interdire. Oui, c'est sûr. Grégoire Borst, on parle, il y a quand même la tendance des TDAH, ça n'existait pas il y a quelques années, le trouble déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Est-ce vraiment une maladie ou est-ce que c'est juste le symptôme de la vie moderne ? Ah non, c'est une maladie. Je veux dire, quand on pose un diagnostic de trouble déficitaire de l'attention et de l'hyperactivité, il est posé par un médecin. La difficulté, c'est que dans le langage courant, maintenant, on parle d'enfants qui sont TDAH, mais ils ne sont pas TDAH, ils n'ont pas été diagnostiqués. Donc on pose un diagnostic autour de 6-7 ans parce qu'il y a des diagnostics différentiels qui peuvent émerger. C'est-à-dire qu'un enfant qui a des difficultés de régulation de ses émotions, a des difficultés de concentration et ou est un peu agité, ça ne veut pas dire nécessairement qu'il a un trouble déficitaire de l'attention ou de l'hyperactivité. C'est un trouble qui, en partie... juste mal élevé. Il est peut-être juste mal élevé, peut-être qu'il n'a pas été suffisamment, on n'a pas suffisamment développé ses capacités d'autorégulation de ses comportements. C'est un trouble qui est en partie d'origine génétique, comme la plupart des troubles des apprentissages, dyslexie, dyspraxie, dyscalculie. Ça ne peut pas être produit par un écran. Absolument pas, c'est impossible puisque c'est un trouble neurodéveloppemental. Ça veut dire que c'est la façon dont se développe le cerveau et le cerveau commence à se développer in utero. Donc sauf à croire que quand vous regardez un portable, quand vous êtes une maman enceinte, ça impacte le développement de votre cerveau, je peux vous le dire que c'est pas le cas. Donc ça n'est pas produit par les écrans. Pour autant, quand on a un trouble déficitaire de l'attention et de l'hyperactivité, ça crée un facteur de risque de regarder plus les écrans. Donc vous voyez, c'est toute la difficulté. On a l'impression que c'est un lien de causalité. C'est parce qu'ils regardent beaucoup les écrans qu'ils sont hyperactifs, mais en fait pas du tout. C'est parce qu'ils sont hyperactifs qu'ils regardent beaucoup les écrans. Et donc là, il faut qu'on dise aux familles, attention, quand vous avez des enfants qui ont des troubles déficitaires de l'attention et de l'hyperactivité, ils ont une tendance à regarder plus les écrans. Donc là, il faut que vous exerciez beaucoup plus de régulation sur le temps qu'ils passent devant leurs écrans. Donc il faut bien comprendre que c'est plutôt ça la problématique. En France, on est une société dans laquelle on sous-diagnostique le trouble déficitaire de l'attention et de l'hyperactivité. Attention, il ne faut pas croire ce qu'on peut entendre parfois dans les médias. Et la deuxième chose, c'est qu'on sous-médique. On a plutôt moins de prescriptions que dans les autres pays des troubles déficitaires de l'attention et de l'hyperactivité. En comprenant bien que donner un médicament à un enfant qui a un trouble déficitaire de l'attention et de l'hyperactivité, c'est toujours en dernier recours. C'est jamais ce qu'on fait en premier. C'est-à-dire qu'on essaye tous les autres types de thérapies possibles. Oui, la fameuse Ritaline. Voilà, la Ritaline, on la donne que quand rien d'autre a fonctionné. Donc il faut arrêter cette espèce de débat en disant c'est très mauvais la Ritaline. Non, la Ritaline, pour certains enfants, c'est le seul moyen de pouvoir fonctionner à peu près normalement, notamment dans le contexte éducatif, dans lequel c'est très difficile. C'est-à-dire que si vous avez un trouble déficitaire de l'attention et de l'hyperactivité aujourd'hui dans l'école française, c'est très difficile de pouvoir faire vos études parce qu'il n'y a pas suffisamment de moyens pour
les conseillers d'orientation, les psychologues de l'éducation nationale, les ATSEM et autres. Il n'y en a pas, les AESH, il n'y en a pas assez. Et donc c'est vrai que c'est difficile pour ces enfants de suivre une scolarité normale. D'accord. On parlait aussi beaucoup alors peut-être je vais donner la parole à Maxime. De rythme scolaire. Hein, on a souvent accusé le rythme français d'avoir trop de cours. Je me rappelle d'un célèbre rappeur qui nous conseillait d'avoir cours que le matin. Qu'est-ce que vous en pensez, Maxime ? Écoutez, moi je ne sais pas s'il faut réduire la durée des cours en général. Ce que je sais en tout cas, c'est qu'il faut des pauses dans les cours. Et réduire peut-être la durée d'attention qu'on demande à l'élève. Par exemple, moi ce que je préconise comme stratagème, c'est la pause café et c'est un entracte, on va dire, dans 2 heures de cours, par exemple, dans lequel le professeur non seulement donne une pause à l'élève, c'est-à-dire le laisse respirer, le laisse parler un peu dans la classe, mais surtout, le professeur engage une relation personnelle avec l'élève. Par exemple, s'avance dans les rangs, s'intéresse aux élèves. Alors, je donne des exemples où il commence à faire des petites blagues avec des élèves, s'intéresse à leur journée, s'intéresse à leur passion, à tout ce qui peut faire leur quotidien, un match de foot hier, un tournoi de machin, etc. Et vous voyez, et à la fois, je pense que la question de la durée du cours, elle est très liée au final à la question de la pédagogie et à la question de comment est-ce que le cours se déroule, ouais. Et quelle relation on a au professeur. Déborah Medioni, est-ce que vous avez un dernier conseil à dire Alors, en quelques secondes? Mais écoutez, je dirais que je pense que la concentration se travaille. Je pense que ce n'est pas inné, foutu. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Je pense que vraiment, il y a des choses à faire et ça peut être en tout cas quelque chose qui peut être mis au sein de l'éducation aussi. Merci beaucoup. Merci, ça c'est un beau message d'espoir et c'est ce que vous aviez dit également, Grégoire Borst. Je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle émission de Paris d'école sur le Figaro TV. À très bientôt.